Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il est midi pile, on peut déjà se lancer, au moins pour l'introduction. Je m'appelle Sarah, je suis la responsable de l'innovation pour le Québec, pour Cascade. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des actions, des initiatives qui ont été mises en place au Québec dans le cadre de la pratique de la pharmacie durable. Et on va terminer par une perspective un petit peu plus éthique pour parler des compromis de la pharmacie durable dans un contexte à la fois d'hôpital et de pharmacie de l'État. Voyez-vous tous et toutes mon écran? Oui, parfait. Alors on se lance. Donc ce webinaire entre dans une série de webinaires organisés par Cascade, donc qui auront lieu tous les mois, euh, pour commencer à et continuer à intégrer des considérations de santé planétaire et de soins durables dans l'utilisation des médicaments, que ce soit dans la prescription, dans le fait de dispenser les médicaments et dans la récupération potentielle des médicaments. Et on veut aussi aider à améliorer la résilience climatique de l'utilisation des médicaments et mettre en évidence les succès et les défis au niveau pratique sur le terrain pour atteindre potentiellement la carboneutralité et en fait avoir des soins durables et résilients. Donc aujourd'hui, la session est enregistrée. On va vous demander d'utiliser le chat pour poser les questions lors des présentations, puisque nous avons aujourd'hui 3 présentatrices qui seront introduites plus tard. Mais on va enchaîner les 3 présentations. Donc, utilisez le chat pour poser vos questions et on y répondra à la fin des 3 présentations. Et s'il y a d'autres sessions, j'en parlerai à la fin, qui vous intéressent, les inscriptions sont obligatoires. Mais vous savez déjà comment ça fonctionne puisque vous avez dû vous inscrire pour celle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, 3 présentatrices, donc Geneviève Ouellette, Geneviève Charbonneau et Valentina Demac, mais aussi un animateur qui ne sera pas moi, ce sera donc Marc-André Maillot. Marc-André, je pense qu'il est quand même très connu dans le domaine, je vais quand même l'introduire rapidement. Donc, Marc-André est le fondateur de Maillon Vert, qui a été fondé en 2012, qu'il a fondé Maillon Vert pour partager les stratégies efficaces et des outils pratiques pour que tous et toutes puissent générer des effets positifs au niveau des soins et de la pharmacie. Un peu de background. Donc, Marc-André a travaillé en tant que pharmacien et suite à un deuxième cycle en gestion de projet, il a été associé écologique lead, ça se prononce bien comme ça, hein, Oui. et a été formé par Al Gore pour la Fondation Réalité Climatique. Pardon. Marc-André, je te laisse prendre la parole et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Sarah. Merci premièrement d'organiser cette série de webinaires. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui en excellente compagnie. Premièrement, parce que vous êtes plusieurs, vous êtes inscrits et inscrites, et également parce qu'on a 3 panélistes très, très inspirantes également aujourd'hui. Donc, je vais commencer simplement par faire un petit retour sur, de manière un peu plus globale sur le sujet du jour. Une question que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'est-ce que c'est pour vous des pratiques durables? Qu'est-ce que c'est pour vous l'action climatique, le développement durable, la transition écologique? Parce que, en fait, outre certaines définitions plus officielles qu'on peut trouver, chacun de nous a sa propre un peu définition, sa propre motivation, ses propres inquiétudes par rapport à ce que c'est. Et puis, aujourd'hui, on va avoir 3 personnes qui vont venir nous parler de un peu leur approche, leur démarche et puis finalement leur conception du développement durable. Euh, Moi, j'ai la chance, pour moi, c'est un privilège, j'ai la chance que à chaque jour, je travaille sur cette thématique-là. J'ai la chance d'accompagner tellement de personnes motivées, des organisations, des entreprises, des actrices à l'intérieur de ça dans un mouvement. Et puis, pour moi, en tout cas, ma définition, c'est justement, c'est d'être capable de passer de l'intention à l'action. Donc, de
briser un peu, si on veut, la barrière parfois qui nous met dans une inaction. Puis d'être capable vraiment de concilier ses valeurs, ses volontés à ses gestes, ses manières de faire au quotidien. Puis pour moi, tout ça, c'est pour créer des effets positifs. Puis quand je pense aux effets positifs, je pense aux effets positifs, dans le fond, pour ces organisations-là, pour ces communautés, les personnes qui travaillent, les personnes qui sont entourées, donc l'ensemble de la société, puis finalement, de manière plus globale, des effets positifs pour la planète, pour l'environnement, pour ce qui nous entoure. Donc, moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Maintenant, on peut se poser la question, oui, mais c'est quoi le lien entre la santé et les pratiques durables? Si vous êtes ici, c'est parce que déjà, vous voyez un lien qui est très fort, qui a une belle cohérence. Et puis, les Québécois, Québécoises, de manière générale, également partagent aussi cette volonté-là à ce qu'on aspire à un monde meilleur. Premièrement, juste quelques petits chiffres. Bon, donc puis là, je vous, à main levée, mais là, je vois que la plupart d'entre vous avez gardé votre caméra fermée. C'est bien correct. Sinon, ce que vous pouvez utiliser, c'est simplement là, en bas, là, il y a un petit bouton là, réagir ou bien react dans lequel vous pouvez mettre des cœurs, des pouces, toutes sortes de petites choses. Donc, peut-être juste là, soit à main levée ou bien avec un petit pouce là, qui ici considère que les changements climatiques sont menaçants pour eux ou bien pour leurs proches. Je vous laisse réagir rapidement. En même temps, ça me permet de vous réveiller un peu. Parfait. Excellent. Bon, fait que là, évidemment, ça s'ajoute. Sachez que la plupart des gens au Québec sont également de cet avis-là. Donc, on a 4 personnes sur 5 au Québec qui nous disent, oui, c'est menaçant, puis pas juste de manière globale, c'est menaçant pour moi et mes proches. Donc, il y a vraiment une notion personnelle qui s'inscrit à l'intérieur de tout ça. Puis je pense qu'en santé, c'est très important de voir que cet aspect-là est là auprès de notre patientèle. Finalement, qui ici souffre parfois, occasionnellement, d'anxiété, de stress lié au climat? Puis je serais prêt à parier que là, depuis peut-être, que dans les récentes semaines, il y a peut-être des effets là, sans m'étaler là-dessus, là, qui font en sorte que peut-être que le stress a augmenté un petit peu également. Donc, la donnée qu'on retrouve, là, c'est une donnée que j'ai retrouvée sur le site de l'Association pour la santé publique du Québec et qu'environ 4 personnes sur 10 souffrent aussi d'anxiété liée au climat. Donc, on voit qu'il y a même une consonance mentale également. Puis finalement, qui ici sont membres d'une organisation dont la mission principale est l'environnement? Donc, un peu moins, hein? Mais c'est ça aussi. Donc, on voit aussi que parfois, ce qui arrive, c'est aussi l'engagement. Hein? On veut stimuler un certain engagement, mais on n'y arrive pas toujours. Puis c'est normal, on conjugue tellement de choses dans notre vie au quotidien. Donc, aujourd'hui, en tout cas, on va avoir 3 personnes qui sont bien engagées dans ce type de cause-là. C'est certain. Et puis, le développement durable, c'est indissociable de la santé. Je ne vais pas vous lire la description ici, c'est une description qui est de Santé Canada, mais c'est une relation bidirectionnelle. Hein? Ça va dans les deux sens. Donc, autant quand on a une relation bidirectionnelle, ça veut dire que si on prend soin de l'un ou de l'autre, ça va automatiquement prendre soin de son penchant. Et puis, c'est ce qu'on veut, je pense, en tant que professionnel de la santé. Je rappelle que les pharmaciennes, pharmaciens, on a dans notre code de déontologie au Québec, on a un alinéa qui dit qu'on a le devoir primordial de promouvoir la santé et le bien-être de ses patients. Et donc, ça passe par aussi prendre soin de l'environnement. Donc, on voit que c'est au centre même de notre mission. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que ça s'active, ça. Et puis là, on le voit, c'est le mois de la reconnaissance de la pharmacie 2025. Puis le réseau Cascade, d'ailleurs, ont fait toute une belle campagne sur toutes sortes de reconnaissances en leadership, en durabilité pharmaceutique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la page web de cela. Mais ça peut aussi nous rassurer de voir qu'il y a un mouvement. Hein? On n'est pas les seuls à vouloir agir. Il y a tout un mouvement. Il y a tellement de nos pairs qui sont déjà en train d'agir. Et puis, aujourd'hui, sans plus tarder,
C'est ce qui mène à vous présenter ben, nos trois panélistes. Donc, Geneviève Ouellette, d'abord, pharmacienne au centre hospitalier du CHU Sainte-Justine, Geneviève Charbonneau, qui est pharmacienne propriétaire, et puis finalement, Valentina Demac, qui est titulaire d'un baccalauréat en biologie et qui va venir nous parler de bioéthique. Donc, d'abord, je vais débuter. Geneviève Ouellette, chacune va vous présenter en premier un peu leur démarche, leur projet, et puis ben, on va terminer par la suite avec une portion d'échange. Donc, évidemment, c'est au cours de chacune de leurs présentations que vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Et puis moi, ben, je vais pouvoir par la suite eh bien, en faire la gestion. Donc, Geneviève, je t'invite à partager ton écran pendant que je te présente à notre auditoire. J'arrête le mien. Donc, Geneviève Ouellette est pharmacienne au CHU Sainte-Justine. Elle travaille entre autres au centre d'appel Image ainsi qu'en oncologie. Dans le passé, elle a pratiqué dans différents centres hospitaliers de la région de Québec, en Gaspésie, à Valleyfield, puis même dans d'autres provinces, dont au Nouveau-Brunswick. Elle est mère de 2 enfants et l'environnement et la réduction de l'empreinte environnementale au travail comme à la maison sont des notions très importantes pour elle. Depuis 2018, elle et son équipe ont entrepris une démarche de pharmacie éco-plus responsable. Et puis Geneviève pilote désormais le comité vert de son département, en plus de co-présider l'éco-CMDP, donc une entité qui veille aux bonnes pratiques des médecins, dentistes et pharmaciens. Elle a également offert plusieurs conférences sur le sujet dans les récentes années. Donc, voilà, Geneviève, je te laisse la parole. Ben, merci Marc-André. Donc là, on confirme que mon écran est bien partagé, c'est ça, parfait. C'était mon stress du jour. Aujourd'hui, c'est un gros défi parce que pour être honnête, cette présentation-là, d'habitude, j'ai à peu près 45-60 minutes pour la faire. Donc là, ça va être, ça va rouler. Mais si jamais vous avez des questions, là, tu sais, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Sarah, Marc-André ont mes coordonnées. Donc, ça va me faire plaisir là, si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet parce qu'aujourd'hui, ça va être résumé pour fin de limite de temps. Donc, je reviendrai pas. Tu sais, je pense que Marc-André nous a fait une belle mise en contexte. Moi, vraiment, ce qui m'inspire, je pense que c'est la phrase de cet explorateur-là, Robert Swan, qui dit que la plus grande menace pour notre planète, c'est la croyance de penser que quelqu'un d'autre va la sauver. Fait que je pense qu'en 2018, c'est peut-être un peu ça qui s'est passé comme déclic. Je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose. Tu sais, comme Marc-André disait tantôt, on est des pharmaciens, on est des professionnels de la santé, on soigne, mais malheureusement, actuellement, ce qui se passe, c'est que nos soins contribuent à aggraver la santé de la population. Puis comme Marc-André le disait, ben, la santé de notre population puis la santé de la planète, c'est deux trucs qui sont complètement indissociables. Donc, je pense que, tu sais, on doit faire quelque chose. On ne peut pas se fermer les yeux sur ça. Puis en 2018, vraiment, tu sais, c'est moi qui présente aujourd'hui, là, mais tu sais, je veux juste dire que c'est vraiment un travail d'équipe au quotidien qui est fait au département de pharmacie à Sainte-Justine. Quand on a commencé en 2018, vous le voyez, là, je ne passerai pas à travers de toutes les bulles, mais l'équipe au complet était prête à s'engager, à faire quelque chose, à agir, justement, tu sais. On en parle souvent, on a des idées, on a un gros vouloir, mais c'est difficile des fois de transformer notre vouloir en pouvoir puis en action, mais tu sais, je pense que on a vraiment réussi, puis c'est parce que comme équipe, on s'est vraiment bien tenu. Souvent, quand je présente, parce qu'il y a beaucoup d'équipes vertes qui ont vu le jour dans les centres hospitaliers au Québec, puis souvent, on va me dire, ben là, nous, c'est mort, ça a arrêté, ça n'a pas continué. As-tu des trucs? Bon, oui, je pense que d'une part, il faut être super motivé. Tu sais, il y en a des fois qui disent que je suis vraiment crinquée, mais tu sais, je pense aussi que il faut prendre le temps. Puis des fois, les gens, ils vont s'imaginer qu'on va faire plus, mais moi, souvent, j'aime bien faire la différence que c'est pas qu'on fait plus, c'est vraiment qu'on fait juste différent. Tu sais, vous allez le voir tantôt, on repense, on réfléchit. Tu sais, au lieu de mettre à la poubelle, on va mettre dans un bac de VPM, on va mettre dans un bac de papier. Fait que c'est juste de faire différemment les choses. Fait que c'est pas nécessairement que ça va venir nous prendre plus de temps. Je pense qu'un autre élément clé puis gagnant quand on fait une équipe verte, c'est vraiment de communiquer les initiatives à l'équipe. Tu sais, de donner du feedback, de dire pourquoi qu'on fait ça comme ça, qu'est-ce que ça va faire, de vraiment mettre des indicateurs.
Nous, en gros, tu sais, on connaît super bien Maillon Vert à la pharmacie de Sainte-Justine parce qu'on était leur première pharmacie hospitalière à rendre éco-responsable. C'était un défi, puis on est content de l'avoir relevé parce que ça permet de le faire dans d'autres centres hospitaliers maintenant. Mais un des axes sur lequel on a travaillé puis qui a vraiment eu un gros impact, tu sais, c'est d'abord au niveau de nos types de collecte. Parce que je vous cacherai pas qu'au départ, il y avait beaucoup de choses qui étaient automatiquement mises soit dans la poubelle ou dans les déchets pharmaceutiques. Les déchets pharmaceutiques, on le sait, c'est incinéré, c'est très coûteux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des sessions de formation. On a vraiment repensé, on a parcouru le département de pharmacie au complet pour mieux distribuer justement, puis optimiser dans le fond au niveau du recyclage, du carton, du DPM et tout ça pour essayer d'avoir un impact à ce niveau-là. Ça a été vraiment super l'impact qu'on a eu. Un autre axe sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est au niveau du papier. Meilleure utilisation du papier, réduction de l'utilisation du papier. On a calibré toutes nos imprimantes recto verso. Il y a certains rapports qu'on a carrément cessé d'imprimer en ajoutant simplement un écran supplémentaire. On a revu un peu notre façon, notre gestion au niveau de nos étiquettes patients. On en imprimait trop pour ce qu'on utilisait vraiment. On a maximisé l'utilisation de notre intranet aussi pour limiter encore au niveau du papier. Au niveau du plastique, on le sait, en pharmaceutique, on utilise beaucoup de plastique. Heureusement, c'est souvent du type 1, 2 et 5 qui ont quand même une belle valorisation. Fait que, tu sais, on a vraiment réévalué nos processus d'emballage afin de réduire justement nos quantités de grammes de plastique qu'on utilisait. On a revu aussi au niveau de notre compagnie avec lesquelles on s'approvisionne. On est chanceux au Québec, on a des compagnies locales québécoises qui font des efforts justement à ce niveau-là. Fait on n'est pas sous contrat avec nos compagnies d'achat de médicaments puis d'emballage. Donc, on est allé vers ça aussi. On a réduit la taille de nos sacs de plastique. On a arrêté d'emballer des fois inutilement des préparations qu'on emballait. Fait que, ça, c'est vraiment tout le circuit du médicament qui a été réévalué. C'est même au niveau de la prescription, au niveau du service des médicaments, on a re-questionné si on devait ou pas servir de façon automatique à chaque fois qu'on avait une nouvelle prescription de médicaments PRN, par exemple. On sait que les médicaments PRN sont pas utilisés à 100 au contraire, à peu près 80 et plus ne sont pas nécessairement administrés aux patients. Donc, on a repensé notre façon, justement, quand on a des ordonnances de médicaments au besoin, quand on change des posologies de crème, de doseurs, on n'est pas obligé systématiquement d'en resservir à chaque fois. On a optimisé plus l'utilisation de la feuille contact pour communiquer quand on a vraiment besoin du médicament. Tout ça, ça, je l'aime, cette slide-là. Je pense que c'est important de la mettre parce que souvent, quand on parle de soins plus durables ou, d'action, on va avoir un automatisme souvent à se pencher vers le recyclage, mais il ne faut pas oublier que dans la pyramide des 5, ben là, c'est plus les 3 RV, je m'excuse, là, elle n'est pas updatée, là, ma diapo, c'est plus les 5 RV maintenant. Mais tu sais, c'est vraiment important de penser de réduire puis de réutiliser. Tu sais, c'est vraiment là. Je dis pas que recycler, c'est pas important, mais il y a quand même des empreintes qui sont dégagées à ce moment-là. Fait que, tu sais, il faut travailler vraiment surtout nos efforts vers une réduction puis une réutilisation. Ça, c'est juste quelques chiffres pour montrer que, tu sais, depuis 2018, on a quand même vraiment eu un impact intéressant, là. Tu sais, c'est à peu près 150 000 étiquettes de moins par année qu'on n'imprime plus. Puis ça, c'est à chaque année, donc ça s'additionne depuis 7 ans, là. Au niveau du papier, c'est à peu près 75 000 feuilles qu'on économise, puis même, c'est probablement plus parce qu'on a fait d'autres démarches depuis ce temps-là. Tu sais, c'est ça qui est cool. C'est comme un effet d'entraînement, là, tu sais, la roue commence à tourner lentement, là, puis là, tu commences, puis mon Dieu, tu deviens, excité, puis là, ça tourne de plus en plus vite, puis, tu sais, tu as des assistants techniques qui viennent te voir: «Hey, pourquoi qu'on utilise ce format-là?» Tu sais, du Sécaris, 30 grammes intranasal, tu sais, probablement qu'on jette le 3/4. Bonne idée, tu sais, moi, je m'en vais voir Suzanne, puis on change pour du 5 grammes. Fait qu'on réduit notre gaspillage aussi, tu sais, c'est juste des exemples comme ça qui me viennent en tête. Fait que, tu sais, nos sacs de plastique, on a commencé à les réutiliser. C'est quasiment 50 000 par année qu'on qu'on n'utilise plus parce qu'on prend pas des nouveaux, tu sais, parce qu'il y a un circuit, il y a un circuit qui se fait, on les réutilise. Puis au niveau de nos équipements de protection individuelle, on travaille quand même avec la compagnie Go Zero. Puis je dirais qu'on est rendu à peu près à 2 tonnes de matière. Là-dedans, il y a du plastique, il y a du verre, il y a du métal qui correspond à peu près à 32 barils de pétrole puis 60 mètres cubes d'espace d'enfouissement en moins qu'on n'a pas fait. Ça, j'aime ça le traduire des fois en équivalent arbre. Tu sais, c'est une
vingtaine d'arbres, puis en plastique, ben, c'est à peu près j'aime prendre des animaux, locaux du Québec. Fait que, tu sais, c'est à peu près un orignal, le poids d'un orignal adulte qu'on est rendu, mais c'est probablement plus. Un autre projet, c'est les inhalateurs, mais par manque de temps, j'irai vraiment rondement. Mais tu sais, en gros, le projet des aérosols, c'est devenu vraiment viral. Quand on a commencé ça il y a 2 ans, tu sais, on pensait pas qu'on allait partager nos politiques et procédures à une trentaine de centres hospitaliers, qu'on serait invité dans des congrès d'inhalothérapeutes à présenter. Mais tu sais, en gros, ce qu'on a visé faire, tu sais, c'était vraiment à plusieurs niveaux. Mais tu sais, on a travaillé avec nos prescripteurs pour vraiment éduquer, mieux prescrire nos aérosols doseurs, opter pour des solutions qui sont plus durables parce qu'on sait qu'il y en a qui sont plus impactants au niveau de la libération du GES. On a vraiment fait de l'enseignement au niveau des parents parce qu'on sait qu'il y en a qui n'ont pas de compteur de doses. Donc, à peu près 7 sur 10 des fois sont jetés ou renouvelés alors qu'il en reste, alors que des fois, il y a des patients qui en utilisent alors qu'ils sont vides. Puis un gros impact qu'on a eu en milieu hospitalier, c'est vraiment la réutilisation en milieu hospitalier. Ça a vraiment changé du tout au tout. Tu sais, il faut dire qu'avant, on partait que si un patient venait en fonction pulmonaire, c'était un inhalateur par patient. Maintenant, on les réutilise entre les patients. Évidemment, il y a une façon de faire, on les nettoie pour les réutiliser. Mais tu sais, juste en 2024-2025, je sortais mes chiffres, tu sais, c'était à peu près 3000 inhalateurs de moins, tu sais, qu'on a diminué dans notre chiffre de commande. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, tu sais, on a fait quand même plusieurs étapes dans tous ces circuits-là, mais tu sais, par manque de temps, je ne peux pas passer à travers tout ça. Puis évidemment, on a vraiment amélioré la façon d'éliminer parce qu'il y avait beaucoup de professionnels de la santé où, tu sais, sur les étages des unités, c'était carrément jeté. Alors, on a fait vraiment des communications pour optimiser la façon de les éliminer, soit en les mettant dans les déchets pharmaceutiques, mais encore avec GoZéro, on a travaillé un processus de recyclage au niveau des aérosols. Puis, tu sais, c'est vraiment tous les dispositifs, là, que ce soit les aérosols doseurs, les turbuéleurs ou toutes les autres. Puis, je pense que suite à notre projet, tu sais, AstraZeneca, on travaillait en partenariat avec GoZéro. Puis maintenant, tu sais, ils contribuent vraiment à aider au recyclage de tous les inhalateurs, là, pas juste les leurs. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de génial qu'on a aimé. Comme je disais tantôt, on fait des efforts aussi pour réduire l'empreinte de prescription parce qu'on sait que les médicaments, ça représente à peu près 60-65 de l'empreinte carbone. On essaie de travailler aussi avec les compagnies pharmaceutiques parce que la fabrication du médicament peut être plus polluante que celle des automobiles. Il y a à peu près 600 médicaments qui se retrouvent dans les eaux usées, puis malheureusement, 40 des patients les éliminent de façon non appropriée. Encore des projets qu'on a, c'est vraiment réduire au niveau des produits inutiles, entre autres les équipements de protection individuelle, la surutilisation des gants, tu sais, en collaboration avec la PCI. Euh, le comité de prévention des infections qui nous dit des fois que, tu sais, on se surgante. Donc, tu sais, sur une échelle d'établissement de santé, ça peut faire énormément de gants, d'équipements de protection individuelle, tu sais, qui sont utilisés des fois alors que c'est pas nécessaire. Retirer le papier des tables d'examen aussi. Comme je disais tantôt, au niveau des compagnies pharmaceutiques, avec Marc-André, on essaie de travailler puis de les sensibiliser. Ils le sont, mais tu sais, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Fait qu'on essaie de travailler sur les processus de fabrication, le transport. Tu sais, des fois, ils vont faire un shipping par jour, tu sais, essayer de diminuer un peu à ce niveau-là. Depuis juillet 2022, comme je disais, on travaille vraiment sur nos équipements de protection individuelle dans nos boîtes stériles ici en pharmacie avec les normes qu'on a revisées afin de réduire l'utilisation, tu sais, de notre consommation. Puis aussi, justement, on travaille avec GoZéro pour recycler, dans le fond, nos équipements de protection individuelle. Puis évidemment, quand on regarde dans la littérature, tu sais, on voit que chaque petit geste compte. Fait que oui, on essaie de faire des modifications sur notre circuit du médicament. Tu sais, on vise à avoir un gros impact sur notre empreinte carbone, mais évidemment, on ne met pas de côté non plus les petits gestes du quotidien qui peuvent se refléter autant au travail qu'à la maison après, tu sais, avec des initiatives intéressantes comme Bureau en gros, Consigne-Action. Tu sais, c'est vraiment rendu facile de consigner nos canettes. Ça les fait sortir des poubelles, donc des sites d'enfouissement. On travaille aussi à visée sociale avec des organismes comme Optométristes sans frontières. Au lieu de mettre nos lunettes à la poubelle, ben, ils ont des programmes de réutilisation qui sont vraiment intéressants aussi. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus un peu sur ce qu'on a fait, ben, on a eu le bonheur de faire la chronique Planète Bleue dans la presse l'année dernière, en mai 2024. Si jamais ça vous tente d'aller lire ça.
Sinon, ben, je vous laisse là-dessus en disant que c'est à nous de jouer. Puis je pense que on sent qu'il y a vraiment un mouvement. Puis comme disait Marc-André tantôt, tu sais, je pense que les gens se sensibilisent de plus en plus vers le fait que, tu sais, faut prendre en charge notre planète. On en a juste une. Donc, c'est à nous de jouer. Merci Geneviève. Ben, premièrement, c'est très éloquent. On voit que tu aurais effectivement pu en parler pendant 45-60 minutes, peut-être même un séminaire d'une fin de Ah, semaine. Fait que prochain projet pour Cascade. On a une question, en fait, que je vais te poser tout de suite, qui est intéressante. Là, c'est étant donné votre contexte institutionnel, comment vous avez fait pour convaincre l'organisation de financer certains de ces changements-là? Par exemple, Go Zéro, les écrans. Donc, il y a certains changements qui ont demandé un investissement. Euh, Comment vous êtes pris? ben, en fait, je pense que, ben, premièrement, il faut dire, je suis très chanceuse. J'ai vraiment le support, tu sais, de mes chefs, là, tu sais, Suzanne, Denis, à l'époque aussi, c'était Jean-François, tu sais, ils ont toujours appuyé cette cause-là. Mais tu sais, comme on l'a vu tantôt, tu sais, j'ai peut-être moins mis l'accent sur les chiffres par manque de temps. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu imprimes 150 000 étiquettes de moins par année, c'est quand même des milliers de coûts d'économie. Tu sais, si on commande moins de médicaments, si on les utilise mieux, si on emballe moins, on a des gains au niveau de la réduction de notre utilisation de papier, plastique et tout. Puis, tu sais, j'ai pas dit les chiffres tantôt, mais quand on additionne tout ça, ça fait quand même plusieurs milliers de dollars qu'on sauve par année. Fait que c'est sûr que quand j'arrive avec mon idée de Go Zéro, où oui, il y a un coût, ben, tu sais, ça se paye tout ça là, avec les économies qu'on fait, avec notre meilleure utilisation de notre matériel. Aussi, il faut savoir que Go Zéro, tu sais, depuis le début, on travaille beaucoup avec eux. Tu sais, sont vraiment à l'écoute, flexibles. Tu sais, au départ, c'était pas par poids. Maintenant, c'est rendu par poids. Tu sais, un plastique, c'est pas très lourd, c'est pas comme du métal. Fait que, tu sais, vraiment, depuis qu'ils sont avec par poids, puis même ils vont s'en venir avec des redevances, ben c'est clair que ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là, là. Excellent. Mais j'aime ça dans le fond. Tu sais, fait que c'est un peu la philosophie d'avoir un fonds vert, là, c'est-à-dire que Ouais. des économies peuvent être réinvesties aussi. Donc, ben, je te remercie pour ton intervention. Donc maintenant, ben, on va passer à Geneviève Charbonneau. Donc, Geneviève est propriétaire depuis 2004 dans la région des Laurentides. Elle agit également comme administratrice au conseil d'administration de l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, depuis mars 2020. Et puis, ben, plus récemment, depuis décembre 2024, elle a été élue comme au poste de présidente suppléante. Elle siège également au conseil d'administration de la Fondation Autisme Laurentide, où elle contribue donc à l'amélioration des services pour les personnes vivant avec l'autisme et leurs familles. Geneviève fait preuve d'un leadership innovant aussi dans la gestion de ses pharmacies. Elle s'est distinguée au sein de sa bannière en recevant le prix Opération Enfant Soleil pour son engagement envers les enfants malades. Elle a également été honorée du prix ECO pour sa proactivité en termes de développement durable et pour son rôle de pionnière dans les pratiques éco-responsables en pharmacie communautaire. Puis finalement, ben, elle soutient l'organisation des services pharmaceutiques des Laurentides au sein du comité territorial sur les services pharmaceutiques de la région. Donc, voilà, sans plus tarder, Geneviève, je te laisse la parole. Merci Marc-André. Donc, moi, je vais faire un petit peu ce que Geneviève vient de faire avec le CHU Sainte-Justine, mais nous, c'est au milieu communautaire. Donc, je suis pharmacienne propriétaire de 2 pharmacies dans lesquelles on a implanté une démarche éco-responsable. Pourquoi entamer et poursuivre une démarche éco-responsable? Bien, parce qu'on le dit depuis le début, en fait, je pense que la santé des communautés passe aussi par l'environnement et la santé de l'environnement. Donc, en tant qu'entreprise en santé, c'est important pour nous de s'impliquer parce que ça nous permet aussi de se démarquer dans un milieu où les pharmacies offrent pas mal toutes la même offre de service, de se démarquer avec des pratiques innovantes en éco-responsabilité, ça peut aider. Parce que ça peut nous aider aussi à jouer un rôle dans l'acquisition et la rétention de la main-d'œuvre dans un contexte de rareté comme on vit actuellement. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup d'actions qui sont simples à mettre en place et qui font une différence rapidement. Puis parce que c'est un projet qui mobilise vraiment toute l'équipe, tout le monde autour du projet, là, donc c'est vraiment le fun. Tout le monde travaille dans le même sens. On peut voir ça gros, mais faut manger l'éléphant à une bouchée à la fois, comme on dit. Donc, le parcours éco-responsable, ça peut prendre plusieurs formes, puis ça peut inclure plusieurs types d'actions. Donc, en fonction du niveau d'investissement souhaité, en fonction du milieu, en fonction des besoins.
Il ne faut pas penser que tout ce qui est présenté, il faut que ça soit réalisé. Donc, on y va, on se fait un plan de match, on se fait un plan d'action. Puis l'important, c'est d'avancer un petit pas à la fois, mais d'avancer régulièrement. Puis il faut garder à l'esprit que le plan de match peut évoluer aussi en fonction des réalités, là. Chez nous, on a commencé en 2017, puis c'est sûr qu'avec l'arrivée de la pandémie, il y a des choses qui ont été mises de côté, il y a des choses qui ont changé. Donc, le plan peut évoluer. Dans mes pharmacies, donc, on a commencé ça en 2017 avec une rencontre initiale avec Maillon Vert. On a nommé des responsables de projet dans chacune de mes 2 pharmacies, qui était la référence, qui était le point de référence dans le fond pour Maillon Vert, puis qui était aussi la référence pour l'ensemble du personnel s'il y avait des questions sur le déroulement du processus. Au début, on a fait une grosse réunion, fait qu'on a vraiment pris tout le monde, tous les employés, les 100 employés des 2 pharmacies. On a commandé du Saint-Hubert, on a loué une salle, on a vraiment expliqué c'était quoi le projet, où est-ce qu'on s'en allait avec ça. C'est important de donner du sens et de la valeur pour qu'il y ait de la mobilisation puis que les employés s'impliquent au maximum pour vraiment que ça soit un succès au niveau de la démarche qu'on entreprend. Après ça, évidemment, on a eu un accompagnement personnalisé tout au long de l'application du plan d'action avec toujours des rappels. C'est important de faire des rappels, renforcer les habitudes qui sont prises. Des fois, il faut recadrer des habitudes qui se perdent avec le temps aussi. Donc, des rappels sous forme de réunion, sous forme de mise à jour, puis d'implantation de nouvelles actions. Après 2 ans, on a pu faire notre premier bilan. C'était vraiment une belle fierté pour les équipes. Ça, c'est les images qu'on a partagées sur nos réseaux sociaux. Donc, en 2 ans, ce qu'on a réussi à accomplir, on avait atteint le niveau A de la certification ici on recycle, qui était le niveau le plus élevé à l'époque. Notre livraison était entièrement électrifiée. On était des pharmacies qui étaient certifiées carboneutres. On avait un programme de récupération des fioles quand les patients venaient renouveler leurs médicaments. On avait aboli les sacs de plastique à usage unique avant que les réglementations des villes arrivent. Là. Donc, nous, on avait déjà aboli ça. On avait cessé aussi la vente de bouteilles d'eau à usage unique là, dans les pharmacies, même si c'était encore annoncé en circulaire que c'était encore des produits qui étaient distribués par la bannière. Là. Ça fait qu'on était un petit peu des pionniers là-dedans. Là. Ça a été un peu périlleux, mais on a réussi. Puis, on avait rentré des offres de produits en vrac aussi pour notre clientèle. Fait qu'en 2 ans, on avait réussi à faire tout ça, puis c'était pas, tu sais, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Ça, c'est toutes les actions qu'on met en place, qu'on a mis en place depuis le temps. Là, on va les voir un petit peu plus rapidement, là. Donc, la gestion des matières résiduelles, c'est souvent la première chose qu'on va travailler. Nous, c'est important d'aller chercher la certification la plus haute à chaque fois, là. La certification est valide pour 3 ans. On vient de finir le processus. Ça a changé, c'est plus le niveau A, c'est le niveau élite. Donc, il y a une valorisation de plus de 90% de tout ce qu'on génère, dans le fond. Ça veut dire que moins de 10% de ce qu'on produit, c'est des déchets, ça va au vidange. Le reste, c'est récupéré, recyclé, réutilisé, peu importe. Donc, on fait une demande pour chacune des pharmacies. Puis, pour arriver à recycler autant, là, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment, à chaque poste de travail, il n'y a jamais une poubelle. Nos poubelles sont jamais toutes seules. Donc, chaque poste de travail, il y a nécessairement une poubelle accompagnée d'un recyclage, puis d'un bac pour le papier confidentiel au laboratoire, là, moins dans le reste de la pharmacie. Puis ailleurs dans la pharmacie, les poubelles sont vraiment minuscules. Les poubelles là, sont tout petites. Ils ne peuvent pas jeter rien. Ils n'ont pas le choix de trier, de mettre du compost, de mettre du recyclage. Fait que ça, c'est un bon truc pour arriver à recycler le plus possible. Sinon, ça, c'est des trucs pour réduire. Donc, nous, on a fait l'acquisition d'une plastiqueuse. Donc, toutes les communications qu'on a en papier sont plastifiées, donc ils ont une meilleure durée de vie. Puis, toutes nos communications qu'on fait au labo entre les employés pour la chaîne de travail, le circuit du médicament, c'est toutes des cartons de communication qui sont plastifiés. Fait qu'on n'utilise à peu près pas de papier. C'est communiqué via le logiciel de gestion des ordonnances ou par des cartons de communication. Fait qu'on n'imprime pas grand-chose. Tous les employés qui arrivent à la pharmacie se font remettre une petite dosette à café réutilisable. Donc, on a arrêté d'acheter des Keurig, des Nespresso, là. On a des petits filtres, ils utilisent ça, ils mettent ça au compost, c'est propre, il n'y a pas de dégâts dans le lavabo, puis ils rangent leur dosette dans leur casier. Fait que ça a été un bon poste de dépense. Il y a beaucoup de café qui se boit à la pharmacie, fait que ça faisait une différence. On a installé des fontaines à eau pour accessibles au public puis à nos employés. Puis à droite, ce que vous voyez, c'est une laveuse sécheuse. Donc, c'est une petite machine, ça coûte pas très cher. On a installé ça dans le backstore parce qu'on avait un budget assez impressionnant de Scott Towel et de Swiffer pour l'entretien de la pharmacie, là. Je trouvais que c'était vraiment un gaspillage impossible, là. Fait que là, on a acheté des chiffons. Il y a ça, le lavage est fait à la pharmacie régulièrement, puis ça fonctionne super bien. Ça fait plusieurs années qu'on fonctionne comme ça. Ça, c'est les boîtes. Là. Geneviève en a parlé un petit peu tantôt avec GoZero, puis il y a Terrassic qui en a aussi. Là. Donc, on a des boîtes. Celle qui est à gauche, c'est aux cosmétiques. Donc, c'est une boîte qui permet de récupérer tous les boîtiers cosmétiques, le maquillage qui est plus bon, toutes les bouteilles de shampoing avec des pompes qui sont pas recyclables parce que c'est du multimatière. Donc, les clients peuvent nous ramener ça. Puis nous, on envoie ça avec GoZero.
la boîte de consigne au centre. Ce qui est le fun aussi avec la consigne, nous, on s'est associé avec des organisations communautaires. Donc, je pense que ça s'appelle Go Consigne. Puis, dans le fond, nos consignes, ça s'en va directement des organismes communautaires pour faire sous forme de dons, dans le fond. Puis, à droite, on a un programme de recyclage pour les lames de rasoir, pour le matériel d'écriture, pour les piles, pour les lunettes aussi, Optométristes sans frontières, là. Donc, si vous allez sur les sites de GoZéro et Terracycle, là, ils indiquent vraiment clairement comment ils recyclent vraiment au maximum les produits qu'on rapporte. Donc, c'est pas tout envoyé à l'incinération ou à l'enfouissement du tout. Là, il y a vraiment une revalorisation au maximum des produits qu'on récupère à travers nos boîtes. Notre voiture de livraison électrique, donc ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact rapidement, là. Puis ça fait une belle publicité sur l'engagement communautaire au niveau de la communauté quand le livreur se promène. Au niveau de l'offre produit, donc des options écologiques et respectueuses de l'environnement pour les clients qui sont bien identifiées. Là, on voit pas bien les étiquettes, là, mais les petites étiquettes vertes au centre, là, l'étiquette avec les crèmes solaires, c'est des choix éco-responsables. Puis on a les étiquettes qui identifient les produits du Québec, là, donc des choix plus éco-responsables pour la clientèle qui est guidée dans ses achats. Puis on a une grande offre, là, vraiment une belle variété. Je pense qu'on a un 16 pieds là, de produits en vrac, puis des produits avec peu ou pas d'emballage, dans le fond. On a fait un petit jardin pour nos employés. Fait que l'été, le midi, à leur pause, ils peuvent jardiner, rapporter ça le soir à la maison. C'est super le fun. Tous les bacs à jardinage ont été faits à partir de bois recyclé là, d'un balcon du chalet. Fait que c'est vraiment tout revalorisé, tout ça. On est carboneutre. Donc, pour chacune de mes pharmacies, ce que ça implique, c'est 34 tonnes de gaz à effet de serre qui sont compensées chaque année. Dans notre cas, c'est sûr qu'on travaille beaucoup à diminuer, à réduire la production de gaz à effet de serre, mais mes pharmacies sont en banlieue, le transport en commun n'est pas super efficace, aller travailler en vélo, c'est pas possible non plus pour la majorité du personnel. Fait que c'est le principal point de production de tonnes de gaz à effet de serre, mais on le compense avec des achats de crédit carbone. Puis on a rénové les 2 pharmacies aussi, on a transféré tout l'éclairage au LED là, pour limiter le plus possible. En lien avec les médicaments, bien ça aussi, Geneviève en a parlé un petit peu, là. Fait qu'on fait de la revue de thérapie, on travaille fort sur la déprescription, transformer quand on peut les aérosols doseurs pour des peaux de sèche ou des brumes légères pour nos patients qui ont la fonction pulmonaire. Il y a 2 affiches qui sont ici, là, c'est sur le site de Cascane. Donc ça, c'est le fun aussi pour parler à notre clientèle, pour s'assurer qu'ils nous rapportent leurs aérosols doseurs pour pas les jeter justement, pour pas que ça aille au site d'enfouissement, puis permettre d'appuyer quand on veut changer des aérosols doseurs pour des peaux de sèche. On travaille sur le service aux 3 mois, ce qui fait moins de fioles en circulation. Puis, je pense que c'est important en pharmacie communautaire, là, avec la responsabilité élargie des fabricants. Maintenant, c'est la RPS qui permet la récupération des médicaments en pharmacie, des seringues, des aiguilles. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas s'impliquer dans cette collecte-là. Il n'y a plus de frais pour les pharmacies communautaires. Donc, on a un rôle important à jouer à ce niveau-là. Pour les pompes, par contre, moi, j'ai instauré aussi des boîtes, là, comme on a vu avec GoZéro, pour récupérer les pompes au lieu de les envoyer seulement à l'incinération avec la RPS. Ça permet de recycler au maximum là, les composants des pompes. Au-delà de l'environnement, le développement durable, c'est aussi un volet social qui est important. Fait qu'avec le parcours éco-responsable avec Maillon Vert, on a travaillé sur notre implication sociale. Donc, on s'implique avec différents organismes de la région. On a adapté nos services professionnels vraiment aux besoins de notre communauté. Puis, on a travaillé aussi avec pour les ressources humaines, donc une formation poussée des gestionnaires. On est en train de faire un diagnostic RH pour assainir vraiment le climat de travail pour que ce soit le mieux possible pour les employés. Puis, on a implanté des politiques de collaboration et de communication pour améliorer tout ça. Fait que l'idée, c'est de commencer. Ça donne vraiment un fort sentiment d'appartenance à l'équipe. C'est un effet wow. Nous, à l'embauche de chaque personne qui vient chez nous, on présente notre parcours éco-responsable, puis à chaque fois, vraiment, ils sont vraiment impressionnés, puis ils sont vraiment fiers de travailler pour une entreprise qui s'implique à ce niveau-là. La reconnaissance de la communauté, dans la mesure où on partage nos bons coups sur les réseaux sociaux, des économies en dollars à plusieurs niveaux, satisfaction personnelle, puis le sentiment de faire sa part pour l'entrepreneur. Puis ça nous permet, comme je disais aussi, d'innover dans un contexte où le ESG prend de plus en plus de place dans les entreprises, là. Fait que voilà, j'espère vous avoir donné l'intention de passer à l'action. Merci Geneviève, encore une fois. J'avais beaucoup de choses à dire. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est le fameux séminaire là, qu'on va organiser. Là, comme ça, ben, c'est ça, vous aurez une journée chacune. C'est parfait. Mais merci. Moi, je retiens de ça que à la fois, ben, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pratiques, en fait, qui sont similaires en milieu hospitalier, en milieu communautaire, malgré des contextes qui sont complètement différents. Puis je pense qu'une des clés du succès, c'est justement d'adapter
l'application, dans le fond, tu sais, de ces pratiques-là en fonction de son contexte. Puis dans les deux cas aussi, ben, je vois que c'est une démarche que vous avez entrepris depuis plusieurs années. Puis on voit que c'est progressif. Donc, c'est pas vrai que tout ça s'est fait là, l'année 1 aussi. Donc, vous êtes allé par bouchée. Également là, dans la structure, je pense que c'est super inspirant également. Puis ça donne espoir de se dire ben on est capable de le prendre en charge aussi là, dans ces milieux respectifs. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à notre troisième et dernière panéliste, mais non la moindre. Donc, Valentina. Valentina est titulaire d'un baccalauréat. Je m'excuse, je viens de perdre mes notes, en biologie et d'une maîtrise en bioéthique à l'Université de Montréal. Elle prépare actuellement son doctorat en bioéthique sous la direction du professeur Charles Duprat. Elle a notamment aussi publié un article sur le coût environnemental des dispositifs d'inhalation dans la revue canadienne de bioéthique et elle travaille sur un projet de consultation concernant l'acceptabilité éthique et sociale des pistes d'action pour le secteur de la santé plus durable et éco-responsable au Québec. Donc, on a besoin, je pense qu'on va se prendre un gingembre mental, tout le monde. On va changer de posture et d'angle. Aujourd'hui. Puis, Valentina va venir nous présenter aussi ses réflexions qui peuvent venir enrichir justement nos démarches dans un autre angle d'idée. Valentina, je te laisse poursuivre. Merci pour la présentation. C'est vrai que j'ai plus une perspective recherche. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est très en lien avec mon sujet de thèse qui vise à explorer, identifier, mais aussi encadrer les enjeux généralement sociaux, mais surtout éthiques de la transition du secteur de la santé, notamment en interrogeant, comme tu l'as dit, consultant un ensemble varié de parties prenantes et donc forcément aussi les pharmaciens. Donc, pour commencer, je voulais rappeler brièvement, en lien avec la littérature la plus récente sur le sujet, le rôle central des pharmaciens, que ce soit hospitalier ou communautaire, dans cette transition, rôle qui est plus nouveau dans la littérature, en tout cas pour les professionnels de la santé au sens large, pour lesquels on a un peu plus de données. Et donc, on continue à trouver des papiers assez récents sur la centralité de leur rôle, de par leur proximité avec les patients, la fréquence à laquelle ils les rencontrent, donc 1,5 à 10 fois plus que les médecins de famille, et enfin la confiance, qui n'est pas spécifique aux pharmaciens, mais qui est également une caractéristique qui est très largement avancée. On a une revue récente qui a analysé 17 études sur le sujet, puis dans 88% des cas, c'était les pharmaciens qui étaient en première ligne, avec un impact qui se ressent sur tout le cycle des produits de santé, médicaments ou dispositifs médicaux, ou les deux, et puis ils intervenaient à toutes les étapes. Donc l'élimination, 71% des contributions ciblent la gestion des déchets et la réduction du gaspillage, on l'a vu aussi avec les deux autres présentations, la délivrance et l'approvisionnement, donc le fait de stocker, de gérer en tout cas mieux les stocks et puis les prescriptions inutiles, la production, donc travailler avec les fournisseurs engagés pour pouvoir agir en amont, et puis la prescription en accompagnant dès le départ les prescripteurs pour réduire les émissions. Et plus généralement l'empreinte carbone. Ça, c'est Marc-André qui en parlait plutôt en introduction, mais le leadership pharmaceutique, donc évidemment un rôle de promotion, de plaidoyer, puisqu'en sensibilisant les patients au sujet des interactions entre la santé et l'environnement, on favorise des comportements durables, mais on agit aussi en créant en tissant des partenariats finalement avec d'autres acteurs de la santé, et puis potentiellement peser sur des politiques publiques pour promouvoir des décisions qui soient en faveur de la santé planétaire, santé globale, etc. Le dernier point concerne l'innovation au global, que ce soit dans le domaine du développement du médicament, dans l'industrie, de la mise en œuvre de pharmacies vertes, comme on l'a vu ici dans la pratique, ou de la promotion de l'évaluation de la durabilité, plutôt cette fois-ci dans le domaine de la recherche. Donc, les quelques défis que je vais survoler avant de présenter plutôt mes défis, puisque c'est pas un domaine, la pharmacie, qui est épargné par les défis habituels qu'on connaît plus au global au sujet de la durabilité de la santé, mais donc des défis de manque de données, de sensibilisation, c'est ça, qui touchent
qui touche vraiment toutes les échelles de décision de la valeur du soin santé, mais donc forcément aussi le domaine de la pharmacie. Il y a des revues systématiques qui traitent spécifiquement de ce domaine-là et qui répertorient notamment des enjeux de méconnaissance des émissions qui sont associés à la fois à la chaîne d'approvisionnement des médicaments et aussi sur la fin du cycle, donc tout ce qu'il advient des résidus pharmaceutiques après la consommation. Et forcément, cette méconnaissance, elle se répercute sur le public en bout de ligne, forcément. Donc, à côté de ça, sont pointés du doigt une forme d'hétérogénéité dans les méthodes d'évaluation de l'impact et forcément dans les services qui sont prodigués. Et cette hétérogénéité, elle concerne également le niveau de sensibilisation, d'éducation, d'acceptation aussi du sujet par les professionnels de la santé. Donc, c'est des défis que moi, je vois comme des défis de contexte, des facteurs explicatifs pour d'autres sources de défis qui sont ceux que j'étudie dans le cadre de ma thèse et dont je vous parle aujourd'hui. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc d'autres éléments de contexte qui sont à présenter. Évidemment, outre la prémisse de l'urgence climatique dont on parle ici, on voit émerger de plus en plus d'initiatives de la pratique, autant locales, régionales qu'internationales, et tout laisse à croire que les agences d'évaluation, comme l'Agence canadienne du médicament, puisqu'elle s'y prépare, sera capable d'ajouter un jour un critère environnemental à ces évaluations dites plus classiques. Donc, le dernier élément, c'est pas vraiment le manque de régulation en soi, mais plutôt sa conséquence, puisque, en fait, à cause de cette lacune, parce qu'il manque de la régulation, ce sont les professionnels comme les pharmaciens, par exemple, notamment, qui s'autonomisent dans ces décisions durables et dans ces initiatives. Donc, non pas que ce soit problématique en soi, cette autonomisation, c'est même formidable dans la plupart des cas, et c'est ce qu'on voyait dans les deux exposés précédents. Mais ça vient avec son lot de fardeaux, et de plus en plus, le domaine de la santé durable voit émerger, comme dans d'autres mouvements plus établis aussi, donc une seule santé, le développement durable en écologie classique, un débat sur les difficultés de travailler de façon intégrée et de faire face à certains défis de priorisation. Donc, autrement dit, il y aurait des initiatives et des prises de décision qui poseraient plus questions que d'autres. Et ces initiatives, si elles sont pour la plupart efficaces, coût-bénéfique, et durables, certaines peuvent faire émerger des compromis. Donc ici, je présente quelques-uns des conflits qui ont émergé de la littérature pour l'instant. Donc à noter que ce sont des conflits qui ont été décrits en lien avec les professionnels de santé au sens large, mais je pense, et c'est ce que je vais aller chercher moi avec les données que je vais tenter de collecter, qu'ils sont applicables autant à l'échelle de la prescription que de l'utilisation par les pharmaciens. Donc les questions éthiques et sociales vont certainement connaître la même tendance, c'est-à-dire que ça va toucher le domaine de la pharmacie un petit peu par rapport, par exemple, aux autres échelles décisionnelles. Donc le premier enjeu, il concerne les principes d'équité et de justice. Donc soit le poids qui est lié au fait, en fait, de recommander des choix qui pèseraient sur les patients, en particulier ceux qui seraient issus de milieux historiquement marginalisés, défavorisés, mais aussi le fait que parce que les pratiques ne sont pas standardisées, le traitement des patients pourrait ne pas être égal en bout de ligne. Ça a été mentionné également la difficulté de prioriser les investissements entre des milieux défavorisés dont les patients pourraient être plus touchés par les conséquences du changement climatique et puis dans des zones plus favorisées en ville où là on aurait davantage les moyens de faire mieux tout de suite et plus vite. Donc il y a toujours cette question du long terme et de la priorisation du court terme par rapport au long terme. À chaque fois, donc, vous avez une petite citation coup de poing un peu qui fait référence à l'article. Au sujet de la bienfaisance, certains patients ont pu exprimer la crainte que l'environnement puisse passer avant leur santé, alors que les données montrent que pour l'instant, côté professionnel comme côté patient, ce sont les besoins individuels et de santé qui doivent passer en priorité lorsque le compromis n'est pas neutre. Ces mesures durables, elles ont soulevé des inquiétudes concernant les libertés individuelles des patients ainsi que la légitimité des professionnels de la santé à communiquer sur des enjeux climatiques puisqu'on est dans un contexte où soignés et soignants ne sont pas experts en durabilité de prime abord. Un focus group assez récent, qui est vraiment très, très intéressant, je vous invite à le lire, a montré que les professionnels pensaient globalement que les patients ne souhaitaient pas en fait, être engagés dans la conversation, alors que quand on les interroge eux, mais justement, ils s'en trouvent capables et ils ont envie d'y participer, notamment les personnes qui sont désavantagées ou qui s'identifient comme des minorités, et ce parce que justement, elles vivent plus gravement les conséquences du changement climatique. Enfin, ces compromis, elles peuvent prendre la forme de conflits de priorité entre des responsabilités individuelles, professionnelles, donc tout ce qui est à rapport aux valeurs personnelles, mais aussi
à ce qu'on promet devant notre code déontologique en tant que professionnel de la santé, et puis des responsabilités vis-à-vis de la santé globale. La perception notamment de la consommation au niveau des systèmes rendrait finalement difficile de prendre pleinement cette responsabilité. C'est ce qui est avancé dans la littérature et ça revient à un biais assez classique, donc celui de diffusion de la responsabilité. Ça revient à la citation un petit peu que Geneviève présentait sur le fait que on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. La diffusion de la responsabilité, c'est un peu ça. Ce sont les autres qui polluent le plus, donc c'est eux qui devraient prendre en charge telle et telle facette du problème. Je voulais aussi vous présenter rapidement ce qui était entendu par compromis en développement durable, écologie classique, parce que c'est un concept que je reprends moi dans le contexte de la santé durable, mais c'est pas un concept qui est nouveau. Donc ici, le contexte, ce sont les objectifs du développement durable, dont on en connaît certains, dont la poursuite pose des questions importantes, donc en lien avec les synergies qui sont à promouvoir, et puis les compromis potentiels qui sont à opérer. Donc dans cet article dont vous avez la référence en dessous de l'image ici, il y a ces compromis en deux facettes. Il y a les compromis qui empêchent de poursuivre l'un des objectifs, l'un des deux objectifs s'il y en a deux, et puis il y a les compromis qui rendent difficile. Et donc, il y a toute une littérature qui existe sur les façons de capitaliser sur ces synergies et de les promouvoir, et puis des façons de réduire ces compromis. Donc, moi, je m'intéresse à ça, globalement, si je devais résumer, mais pas dans une perspective quantitative, mais qualitative, et dans le contexte de la santé durable. Donc, outre ces idées que je trouve vraiment intéressantes de réduire les compromis en même temps que de promouvoir les synergies, et évidemment la notion d'interdépendance, je trouvais qu'il y avait d'autres points qu'on pouvait retenir de cette littérature-là, notamment le fait qu'un des plus gros compromis qui est explicité dans cette littérature, c'est un compromis entre santé, bien-être et énergie propre, énergie renouvelable. Donc ça pourrait donner des avenues de recherche intéressantes à pousser dans cette direction. Qu'il existe aussi des compromis au sein d'un même et seul objectif. Donc on peut poursuivre un seul et même objectif et on peut être amené à être confronté à des enjeux de priorisation au sein de ce même objectif. Et je pense que c'est aussi un des messages que je retiens des deux autres présentations, c'est que il faut pas tomber dans le piège de l'immobilisme parce qu'on n'arrive pas à tout faire en même temps et tout rapidement. Alors on fait plus rien et finalement on s'arrête d'avancer. Ensuite, l'idée erronée que la réduction des inégalités nuit à la croissance économique, ici c'est plus pour introduire l'idée qu'il faut faire une distinction entre les compromis réels et puis les compromis qui sont perçus. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on devrait les traiter différemment? On peut se poser la question parce que finalement, la perception qu'il existe un compromis peut être tout aussi problématique qu'un compromis réel. Donc, c'est à réfléchir, je pense. Et le dernier point, ça concerne les critères qui sont finalement pris en compte dans l'évaluation des interactions entre ces différents objectifs de développement durable. Et ça, c'est juste pour mettre en avant l'omission ici du caractère qualitatif de ces interactions, puisque c'est toute cette dimension qui est encore un petit peu manquante au débat, ou en tout cas qui est vraiment embryonnaire et dont je vous ai présenté quelques éléments ici. Donc, Valentina, simplement un petit suivi du temps. Si c'est possible de résumer là, la conclusion, simplement pour nous laisser un peu de temps pour quelques échanges. Oui, pas de problème. Merci. Donc, c'est ça. Je vous disais, il y a assez peu de données sur le sujet, donc que ce soit sur les perceptions des prescripteurs du public, mais globalement, ces données montrent que avec différents niveaux de priorité, il va y avoir des compromis qui seront nécessaires à faire et à discuter. Pour l'instant, ces enjeux touchent principalement la relation soigné et soignant parce que c'est la seule échelle concernée. Et donc, c'est le contenu en temps. C'est le contenu en même temps que le temps, finalement, le moment de communiquer l'information qui sont un petit peu au cœur de la recherche en ce moment. Puis pour ce qui est du public, encore assez peu de données. La seule qui existe que j'ai pu répertorier ici, elle se fait en Écosse. Et globalement, le public est d'accord quand les compromis sont neutres. Il demande simplement à ce qu'il y ait une évaluation des préférences, de l'accessibilité, pardon, et puis de la transparence. Pour finir, je vais vraiment y aller rapidement. C'était simplement ouvrir le débat à l'ensemble de la chaîne du soin dans laquelle le domaine de la pharmacie s'inscrit. Et même si pour l'instant ça touche principalement soigné, soignant, je pense que ces réflexions sont vraiment adaptables sur tout le long de la chaîne et qu'il y a plein de questions qui devront être répondues, notamment sur les questions de responsabilité. Donc voilà, j'irai peut-être plus loin si jamais on me pose des questions, mais je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps d'en avoir. Merci. Merci, Valentina. C'est
très édifiant. Félicitations d'ailleurs de te pencher sur ces aspects-là, ces éléments-là. Je pense qu'en tant que professionnel de la santé aussi, ben, on a déjà en fait cette réflexion-là sur les compromis, typiquement plus cliniques, hein, dans nos choix, par exemple, cliniques. Je trouve ça intéressant de voir ben, comment on peut rapporter aussi cette pensée-là à la fois critique et de sous-peser différentes décisions, mais en fonction aussi de d'autres types de compromis, soient-ils sociaux, environnementaux, éthiques. Donc, d'ailleurs, j'aimerais juste relancer, puis je sais qu'on dispose de peu de temps, mais nos deux Geneviève, là-dessus, vous, dans le cadre de vos démarches, est-ce que vous avez justement, c'est quoi les dilemmes ou bien les compromis auxquels vous avez dû faire face ou bien auxquels vous faites peut-être encore face? Geneviève, veux-tu commencer? Je peux donner des compromis par rapport à des actions qu'on a prises et qu'on a dû changer. Par exemple, des décisions ou bien parfois, c'est un élément qui revient souvent. Oui, on avait instauré, nous autres, avant la pandémie, un système de récupération des fioles. Les patients venaient renouveler leurs médicaments, ils apportaient leur vial, on réutilisait leur vial, puis ça fonctionnait bien. Évidemment, la pandémie a fait qu'on a arrêté de reprendre les vials parce qu'au début, on touchait même plus aux prescriptions, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais entre-temps, on s'est aussi beaucoup automatisé. Fait que là, l'automatisation, c'est sûr que ça vient nous aider beaucoup dans notre circuit, puis on n'a pas le choix avec la main-d'œuvre qui est manquante, mais ça fait qu'on peut plus récupérer des fioles parce que là, les fioles, c'est un compte pilule, là, il prend ses vials dans son. Fait que ça, c'est un problème. Puis ça, c'est quelque chose que, je sais qu'il y a des projets en cours, mais pas assez à mon goût. Je trouve que ça avance pas. Les fioles, ça reste une des grosses parties du plastique qu'on génère en pharmacie, ça, puis les alvéoles de pilulier, là, c'est vraiment, on n'a pas d'alternative. Fait que ça, c'est un enjeu qui me fatigue beaucoup. Il n'y a pas Écolofarm, la compagnie Écolofarm, ils n'en ont pas des plus écologiques? Ça ne rentre pas dans les comptes pilules électroniques, dans les robots. Ah. On peut pas, ça prend il faut pas que les couverts soient dessus, c'est pas tout, c'est calibré, là, fait que ça marche pas. OK. C'est un bon exemple de compromis, en fait, effectivement, très, très terre à terre, là, opérationnel. Excellent. Geneviève Ouellette? Ben nous, c'est sûr qu'on en avait parlé au début, là, quand on s'était pré-réunis, là, mais c'est sûr qu'une pharmacie communautaire, c'est quelque chose de défini. C'est sûr que quand tu es dans la pharmacie de l'établissement de Sainte-Justine, faut consulter la PCI, comme dans notre projet des aérosols, on a dû demander l'accord du comité de prévention des infections. Des fois, on veut instaurer ou changer nos collègues, comme on a mis le compost aussi à la pharmacie, on devait arrimer avec la salubrité. Quand on a commencé à avoir nos grosses palettes de 1400 litres de Go Zéro, quand elle est pleine la palette, il faut aller l'entreposer en bas. Fait que, il faut faire des compromis, négocier de l'espace. Denis et Suzanne, ils pourraient probablement plus vous en parler que vous. Là, des fois, Geneviève, à la porte fermée, là, mais là, je mettais mon petit pied. Oui, mais là, si, fait que faut persister. Puis des fois, c'est cool, là, les portes finissent par s'ouvrir. Fait que, moi, c'est ça que je trouve le fun, c'est que, il y a 5-6 ans, la perception ou l'accueil qu'on avait. Puis, moi, j'ai vu vraiment la différence depuis qu'on a créé l'éco-CMDP. Là. Donc, s'il y a des pharmaciens en établissement de santé poussés à la création de votre éco-CMDP, ça amène vraiment des belles opportunités. C'est sûr que quand tu es appuyé d'une quarantaine de médecins qui ont une vision similaire, puis tes collègues pharmaciens qui ont une vision similaire. Moi, ce que je trouve triste des fois, c'est que ça vient d'en bas, alors que la pyramide que Valentina montrait tantôt, il faut que le gouvernement, faut que nos ordres professionnels, faut que nos directeurs d'établissement nous appuient là-dedans. Je pense que là, c'est ça qui est cool depuis 2025, c'est vraiment stimulant. Mais on voit qu'il y a vraiment un revirement. Probablement qu'il y a un enjeu financier là-dedans, mais c'est tout relié. Là, je veux dire, un soin éco-responsable, c'est un soin pertinent parce qu'on pense beaucoup de la pertinence des soins. Puis après ça, c'est un soin qui est plus économique aussi. Là, fait que tout est interrelié entre les trois. Fait que je pense que tout le monde est gagnant à travailler là-dessus. Là. Fait que il faut juste qu'on s'arrime puis qu'on travaille en équipe puis que on y va en action. Là, excellent. Je vous remercie. J'aimerais qu'on ait tellement plus de temps pour continuer à discuter ensemble et profiter de vos expériences respectives. Cela dit, on veut libérer tout le monde pour 13 heures. Donc, de mon côté, en fait, comme petit mot de la fin, je vois qu'on a discuté de plein d'éléments, plein d'aspects
plein d'astuces et également des retombées. Hein? Donc, Geneviève Ouellet, tu nous as donné des belles retombées environnementales. Geneviève Charbonneau, tu nous as aussi beaucoup parlé des retombées, en fait, que tu voyais au niveau, par exemple, de la mobilisation des équipes, du sentiment aussi d'appartenance. Voilà. Moi, je retiens que, ben, en fait, avec tout ça, puis avec le contexte actuel, il n'y a pas de bonne raison pour garder le statu quo. Puis au contraire, il y a toutes les bonnes raisons pour se mettre en action. Puis maintenant, ben, tout cela tout en justement faisant une bonne gestion des compromis. Donc, je vous remercie énormément pour vos interventions aujourd'hui. Je remercie évidemment l'audience également d'y avoir participé. Sarah vous a mis dans le chat également le lien pour la série de webinaires. Je ne sais pas, Sarah, si tu voulais simplement en mentionner, le mentionner. Oui, très rapidement. Donc, c'est une série de webinaires. Les webinaires ont lieu tous les mois. Le prochain webinaire aura lieu le 8 avril de midi à 13h heure de l'Est, donc du Québec. Les prochains webinaires seront en anglais. Mais pour vous donner une idée de sur quoi ce sera, donc le 8 avril, ce sera sur les pharmacies d'hôpitaux. Et ensuite, on a un autre webinaire le 13 mai sur les perspectives autochtones dans la pratique de la pharmacie. En juin, on parlera de prescription sociale et en septembre, on parlera de catastrophe climatique. Excellent. Donc, je vous remercie et puis bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Très bon après-midi.